Laissez-moi créer le son Bonjour tout le monde. Bienvenue au mois de février 2024. On n'a plus le droit de dire bonne année, mais on s'en fout, n'est-ce pas? Meilleurs vœux pour ceux qui ne sont pas vus encore en 2024. On a un programme très intéressant à vous présenter ce matin. Euh, la structure va être la suivante. Je vais faire quelques courtes introductions pour vous présenter nos conférencières et conférenciers. Ensuite, je vais demander à chaque chercheur de présenter un projet qui lui tient à cœur, un projet qui serait d'actualité ou en cours en rapport avec les approches interculturelles. Ensuite, on a une série de questions. Je vais faire une sorte de juste table ronde avec les quatre collègues sur trois questions sur lesquelles on a
On s'est consulté avant le webinaire. Ensuite, il est devenu rester une bonne vingtaine, une trentaine de minutes pour échanger avec les gens qui sont avec nous ce matin. Je vois qu'il y a pas mal de monde. Je suis très content de voir autant de participantes et participants. Je vais, avant de commencer, donner une petite mise en contexte sur le pourquoi de cette webinaire. Je vous rappelle aussi que nous sommes en train d'enregistrer et ça se peut que le webinaire soit mis à la disposition sur notre chaîne YouTube. Alors, si vous ne voulez pas paraître, vous pouvez simplement fermer vos caméras. Ceux qui veulent participer, merci de garder vos caméras ouvertes parce que c'est toujours agréable pour nous de voir qui est avec nous. Et donc, un petit peu de contexte. On nous pose souvent la question, c'est quoi l'interculturel? Bon, pour ceux qui sont dedans et qui me connaissent, vous allez trouver que c'est redondant, mais je pense que c'est important de revenir sur cette question-là, souvent, peut-être à chaque fois. L'interculturel, donc le substantif de l'interculturel qui contient des sous-définitions, comprend au moins trois registres. Le premier, c'est un peu l'interculturalité, le phénomène social, cette réalité sociale qui fait qu'il y a des gens de différentes origines qui interagissent entre eux, entre elles. Le deuxième registre, c'est l'utilisation de l'interculturel comme paradigme, je dirais, politique ou politique publique. On appelle celui-là l'interculturalisme, et puis il y a beaucoup de discussions qu'on a eues et on pourrait avoir là-dessus. Et le troisième, c'est celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est l'interculturel comme méthode ou comme démarche, ou je dirais même comme vision de voir le monde. Et c'est dans ce sens-là que j'ai invité les trois nouveaux collègues à venir nous parler un peu de la façon qu'ils perçoivent l'approche interculturelle, cette fameuse approche, et la façon qu'ils essaient de mobiliser différents concepts d'interculturel, surtout avec une approche critique. Ce n'est pas n'importe quel collègue, en fait, ce sont tous des nouveaux collègues, nouvelles chercheurs au Labri comme chercheurs régulières. Euh, alors, le thème qu'on a donné à ce webinaire, c'est parler un petit peu de la relève de l'interculturel, mais aussi l'interculturel de la relève. La semaine passée, je parlais avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, Kalpana Das, qui était une personne qui a beaucoup d'origines sur l'interculturel à Montréal et au Québec. Elle voulait être avec nous, mais elle ne pouvait pas pour des contraintes personnelles. Mais quand les gens de notre labo ont rencontré Kalpana, ça va faire bientôt 15 ans, elle nous a parlé de l'importance de la relève. Et on s'est dit, mais cette responsabilité est très grande et très lourde. On espère qu'on va pouvoir ajouter un peu d'eau au moulin de l'interculturel. Mais ça va prendre du monde au village, autour de nous, et ça va prendre du monde qui vienne pour renouveler cette vision critique de l'interculturel. Donc, c'est un peu sur cette optique-là que j'ai invité mes quatre collègues de venir vous parler de leur recherche. J'ai l'honneur de les présenter, puis j'ai le bonheur aussi de dire qu'ils sont toutes et tous devenus récemment des chercheurs réguliers au laboratoire de relations interculturelles. Bon, je me présente, je m'appelle Bob White, je suis directeur du labo. Je fais de la recherche beaucoup sur les villes et sur les méthodologies de l'interculturel. Je vois beaucoup de collègues et personnes familières, d'autres un peu moins. Merci d'être avec nous ce beau matin. C'est un peu difficile de faire ça un lundi matin, je suis conscient, mais on avait 5 ou 6 horaires à coordonner, donc c'est le lundi qui a gagné. Je vais vous présenter donc, avant de commencer, nos quatre intervenants. Premièrement, Pascal Kaidar, qui est titulaire d'un doctorat de l'Université de Montréal en communication organisationnelle.
Elle a beaucoup travaillé sur les questions de l'équité, diversité et inclusion, avec une approche communicationnelle, justement. Aussi sur la relation entre les relations publiques et les diverses formes d'inégalité au niveau de leur impact sur la justice sociale. Elle a travaillé dans plusieurs contextes organisationnels, comme chercheur, mais aussi comme professionnel. Et en 2023, elle a gagné un prix aux États-Unis, un prix d'excellence qui s'appelle the Emerging Scholar Award. Elle a publié dans plusieurs revues, notamment Communication Organization, Environment and Social Psychology, the British Medical Journal. Elle a donné une présentation très intéressante lors de notre dernière journée d'études, l'automne passé, sur les enjeux interculturels des approches EDI. Merci, Pascal, d'être avec nous. Ensuite, il y a Jérôme Gosselin-Tapp, aussi un jeune nouveau professeur. Jérôme est professeur adjoint de philosophie politique. En fait, j'ai peut-être oublié de mentionner que Pascal est professeur en communication à l'Université de Montréal. Ça, c'est important. Oui, Euh, merci, Bob. Jérôme, également professeur adjoint de philosophie politique contemporaine en philosophie à l'Université Laval. Jérôme a publié en 2018 un livre avec Michel Seymour, un livre très intéressant qui s'appelle La Nation pluraliste. Ce livre, d'ailleurs, a remporté un prix, le prix de l'Association canadienne de philosophie. Il a plus récemment publié un ouvrage qui s'appelle Refonder l'interculturalisme, qui est dans la série dirigée par les membres du Labri, la collection qui s'appelle Pluralisme aux presses de l'Université de Montréal. Jérôme aussi a donné une conférence pour son arrivée au labo récemment sur ce livre-là et sur les enjeux en rapport avec l'éthique sociale, politique, environnementale et puis les relations entre les nations au Québec, entre la nation québécoise et les nations autochtones. Merci Jérôme d'être avec nous. Ensuite, Marie Martel, qui était déjà avec nous, mais qui est devenue récemment chercheure régulière au labo. Ses recherches, Marie est professeure donc agrégée à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'UDEM. Marie, ses recherches portent sur l'inclusion sociale et numérique, dans les bibliothèques surtout, mais pas que. Elle travaille aussi sur les méthodologies de recherche action et design social. De façon plus globale, elle explore le rôle de l'action publique et la question de la participation des communautés dans la création des savoirs et dans la conception des services ou des politiques publiques. D'ailleurs, on a publié ensemble un article qui parle un peu de ces approches-là, les bibliothèques comme tiers-lieu, Third Space, avec une approche interculturelle. Merci beaucoup, Marie. Et Sabine Choquet, qui est anthropologue spécialiste des politiques de gestion de la diversité, mais aussi culturelle, linguistique et religieuse. Elle regarde beaucoup les impacts de ces politiques sur le vivre ensemble dans une perspective internationale comparée. Elle a fait du terrain dans plusieurs pays, pas seulement le Canada, mais la Suisse, le Brésil, la Malaisie et le Liban. Elle est donc auteure de plusieurs articles et de 3 grands ouvrages. Je citerai peut-être les 2 plus récents. En fait, le premier, parce que ça nous concerne beaucoup au Québec, en 2015, donc Identité nationale et multiculturalisme, 2 notions antagonistes. 2018, Unis par la diversité, ces pays forgés par la différence. Et en 2023, la violence de l'État. Alors, voici un très bref tour sur les personnes que vous aurez le plaisir d'entendre. Je suis très fier de vous les présenter. Je suis ravi de les entendre et de pouvoir échanger avec eux. Comme j'ai dit, on aura une trentaine de minutes pour discuter directement avec les conférencières et conférenciers. Ça serait donc à partir de, si je calcule bien le temps, à partir de 11 heures. J'ai déjà bouffé 12 minutes. Donc, je vais commencer tout de suite. Je vais demander à chaque collègue de présenter un projet qui est en cours de façon en fait, très brièvement, juste, je dirais, 4-5 minutes pour nous expliquer le projet, expliquer aussi le rapport avec les approches interculturelles critiques.
Et puis, je vais aller dans le même ordre que je vous ai présenté. C'était un ordre complètement aléatoire, OK? C'est même pas alphabétique, je pense. Donc, Pascal, est-ce que tu acceptes de commencer? Oui, ça me fait plaisir de commencer. Donc, bonjour tout le monde. Contente de voir une belle participation pour ce webinaire. Merci à Bob pour l'organisation, pour l'invitation. Je vais peut-être demander le partage d'écran, Bob. C'est J'avais une prêt. petite Oui, présentation. OK, c'est parfait. bon, vas-y. Est-ce que ça fonctionne? Oui, Oui, ça fonctionne parfait. très bien. Alors, j'ai pensé vous présenter une recherche que je débute en fait, qui fait un peu suite à ce que j'ai fait dans le cadre de ma thèse de doctorat. Donc, j'aime me décrire comme une praticienne chercheuse parce que j'ai travaillé longtemps au sein des organisations publiques privées. Donc, la question des organisations, qu'est-ce qui se passe au sein des organisations, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, je regarde la question de l'interculturel sous l'angle de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, mais au sein vraiment des milieux de travail, des organisations. Donc, pour amener peut-être un côté un peu pratique aussi à ce que je fais. Donc, le projet que je débute là prochainement se porte autour des tensions et des paradoxes dans le domaine de l'équité, de la diversité et de l'inclusion et de l'analyse aussi des tensions au sein des dynamiques de résistance examinées à travers le prisme des communautés de pratique en EDI. Donc, dans le cadre de ma thèse de doctorat, je me suis rendu compte que lors de déploiement, par exemple, des initiatives, des programmes EDI, il y a vraiment cette idée de résistance qui revenait quand même assez souvent. Puis j'ai eu envie d'explorer un peu plus dans une perspective communicationnelle ces dynamiques de résistance, comment ils émergent et comment ils rendent un peu plus difficile aussi le travail des praticiens en EDI. Donc, en termes de contexte de cette recherche, je me suis intéressée beaucoup à la question de la diversité, en fait, ethnoculturelle au sein des organisations. Pourquoi? Parce que les programmes, les défis liés aussi à ces initiatives-là, nous montrent qu'il y a des tensions, par exemple, entre les discours qui en lien avec la justice sociale, les discours en lien aussi avec ce qu'on appelle le business case de la diversité. Il y a des conflits aussi en milieu de travail que ça peut générer. La diversité devient aussi un sujet tabou. Les praticiens en EDI sont confrontés à ce qu'on appelle le mur de briques. Donc, il y a Ahmed qui avait parlé de la métaphore du mur de briques pour montrer que quand on essaie, par exemple, de rendre les organisations plus inclusives, plus diversifiées, mais parfois on va se heurter à des obstacles assez difficiles à surmonter. Des obstacles qui sont rendus assez invisibles aussi aux yeux des collègues. Et pour avoir fait justement du terrain au sein des organisations, on va faire de la recherche dans les organisations pour les aider à être plus inclusives. Je me suis rendu compte qu'il fallait comprendre en fait chacune de ces briques. Donc mon travail, un petit peu de recherche, c'est de démystifier un petit peu les dynamiques pour percer un peu le fameux mur de briques de Ahmed. Et on parle de plus en plus dans la recherche scientifique, dans l'actualité aussi, de l'épuisement, la fatigue de la diversité, où les praticiens rencontrent des difficultés quand ils tentent de communiquer des plans d'action, des pratiques concrètes aussi en équité, diversité et inclusion. Donc un exemple ici dans le Harvard Business Review, on parle de DEI burnout, donc les leaders en équité, diversité et inclusion. De plus en plus, justement, il y a du roulement de personnel, les gens tombent en épuisement, etc. Donc, comment aider? Donc, c'est un petit peu ce que je vais essayer de démystifier dans le cadre de ma recherche. Voir aussi la manière dont les organisations problématisent la question des différences interculturelles, de la différence aussi, comment qu'elle est vue, comment qu'elle est perçue. Donc, par exemple, est-ce qu'on s'inscrit dans une optique beaucoup plus de color blindness ou ce qu'on dit maintenant color evasiveness? Est-ce qu'on est plus dans les approches multiculturelles, etc. Donc, tout ça aussi est important de voir comment les organisations problématisent cette question des différences culturelles et quel impact elle a aussi pour les membres de l'organisation. Donc, au sein de la littérature sur la diversité, on voit l'émergence d'un discours plus critique qui examine justement la résistance à la mise en œuvre des pratiques EDI et une résistance qui peut prendre la forme de déni, d'évitement, par exemple, et une résistance qui touche autant les groupes majoritaires que les groupes minoritaires. Donc ça, c'est aussi important de souligner. Les groupes majoritaires qui peuvent rejeter cette idée d'EDI, par exemple,
rejet des quotas, des questions de pouvoir, etc., mais aussi les groupes minoritaires qui peuvent avoir une crainte d'être stigmatisés aussi par ces programmes, ces initiatives. Donc, on parle de résistance de manière générale. Donc, c'est les pratiques, les comportements qui vont interférer avec l'utilisation de cette idée de diversité comme une opportunité d'apprentissage, d'efficacité, par exemple. Et dans une perspective communicationnelle, ben, je m'intéresse aux micro-pratiques de communication. Donc, ce que les gens vont dire concrètement au sujet de l'EDI et de la résistance dans le cadre de ce nouveau projet, et de voir comment tout ça va se refléter dans ce que Ahmed aussi a appelé le langage de la diversité, le diversity language. Donc, dans ce qu'on dit, les micro-pratiques aussi en lien avec la diversité, mais surtout la résistance aussi envers ces programmes. Donc, je crois que l'examen, en fait, de ces micro-pratiques de parole, d'action, vont permettre de voir un peu les nœuds, ce que plusieurs avant moi là, ont appelé les nœuds de tension, qui vont se concrétiser à travers des réactions émotionnelles, par exemple des comportements d'adaptation, des conséquences aussi intentionnelles ou non à ces tensions-là, et la redistribution aussi des relations de pouvoir. Donc, tout ça pour dire que je m'intéresse à la communication comme un palier, comme un moyen, un levier plutôt pour surmonter la résistance à l'EDI. Donc, comment utiliser cette communication pour non seulement explorer ces dynamiques de résistance, mais aussi la surmonter éventuellement et favoriser le vivre ensemble au sein des organisations. Alors, ben voilà pour moi, donc pour ma petite présentation sur mon projet en cours, puis j'espère qu'on aura la chance d'en discuter tout à l'heure. Voilà. Wow, quelle efficacité! Merci beaucoup, Pascal. Super intéressant comme sujet. On va, je pense, enchaîner directement. Et donc, je vais demander maintenant à Jérôme de nous faire un pitch. Ah, c'est C'est bon. quasiment des pitchs, hein, comme je demande de faire, là. Mais bon, merci, Pascal, pour cette économie de parole. Jérôme, est-ce que tu veux partager quelque chose aussi? Non, non, moi j'ai des notes papier, mais pas de PowerPoint. D'abord, merci Bob pour l'invitation. Merci au Labri. Là, je suis super content d'intégrer l'équipe. Puis c'était chouette d'écouter tes travaux, Pascal. Donc vraiment, c'est un beau webinaire. En fait, je commencerai tout simplement d'une manière un peu différente par vous présenter le type de recherche que je fais comme philosophe politique, parce que c'est quand même un type qui est un peu particulier au sens où ben, je me situe, si on veut, dans la présentation que Bob faisait au début sur l'interculturel à deux niveaux. Donc, autant au niveau, si on veut, normatif, où je m'intéresse à l'interculturalisme en tant que cadre normatif, mais je le fais à partir d'une grille qui est justement une grille méthodologique, une heuristique, qui est celle de l'interculturel. Donc, si on veut, dans mes travaux des dernières années, il y a trois types de tâches scientifiques ou philosophiques auxquelles je me suis prêté. La première, ben, c'était de préciser, si on veut, les fondements philosophiques de ce qu'on appelle communément l'interculturalisme québécois, mais de revenir, si on veut, aux fondements là, qui sont plus normatifs. J'ai travaillé notamment sur son contexte d'émergence au Québec, mais surtout sur son contexte, si on veut, d'émergence philosophique. Donc, je me suis intéressé à ces fondements libéraux, républicains, puis éventuellement, ben, j'en suis venu à proposer, si on veut, un élargissement du champ d'application de l'interculturalisme pour intégrer diversité nationale et ethnoculturelle. Donc, si on veut, c'est un peu le point de départ de mes travaux à ce niveau-là. Mais la deuxième phase, si on veut, de mes recherches est un peu plus intéressante, c'est d'avoir, dans le fond, c'est un moment d'évaluation critique des discours qui sont tenus dans la sphère publique au nom ou se réclamant de l'interculturalisme. Donc là, si on veut, le but, c'est de mettre en évidence des contradictions dans les discours ou les politiques qui se réclament de cette notion-là, puis aussi mettre en lumière certaines polysémies. Donc, vraiment, c'est un travail, si on veut, là, de partir de ce qu'on peut clarifier d'un point de vue le normatif, puis aller vers les récupérations concrètes. Puis au fond, à la fin, bien, il y a toutes sortes ben, le troisième moment, c'est d'opérationnaliser, si on veut, cette réflexion-là en ouvrant des postes, pardon, des pistes de réforme, des avenues de recherche et d'application. J'ai travaillé en particulier sur les politiques linguistiques et culturelles, mais là, c'est là que j'arrive à des travaux qui m'occupent en ce moment. C'est que je me suis intéressé aux politiques environnementales aussi. Pour moi, il y a un lien à faire entre, si on veut, la grille qui est l'interculturel, puis la réflexion sur la protection du territoire. En fait, là, si vous voulez, il y a trois éléments dans la question environnementale, m'ont amené à justifier le recours à une grille interculturelle. D'abord, il y a l'idée qui est de plus en plus établie dans la littérature, en écologie, en anthropologie et en philosophie, de la diversité bioculturelle.
C'est au fond l'idée selon laquelle les cultures, elles se fragilisent en même temps, de manière corrélée aux écosystèmes. Donc, ce constat-là mène, si on veut, ou me mener à penser conjointement les questions liées à la protection du territoire, puis les questions liées à la gestion de la diversité ethnoculturelle et nationale. Puis c'est surtout important dans la mesure où les droits d'intendance, donc si on veut, les droits qu'ont les groupes en matière de protection du territoire, ben c'est des droits qui permettent de protéger le pluralisme des valeurs, puis des visions du monde, puis des modes de vie. Parce que protéger le territoire d'une certaine façon, c'est aussi garantir les conditions de possibilité d'un certain rapport à la nature puis au milieu naturel. Donc, si vous voulez, ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Puis ce sur quoi j'ai travaillé en particulier, c'est à l'étude de tous les conflits juridictionnels qui, si on veut, sont apparus dans les dernières années en ce qui a trait à la protection du territoire et des écosystèmes. Les conflits juridictionnels sont au Canada, notamment à l'échelle, tu sais, du rapport entre les provinces et le fédéral, mais aussi maintenant la place que les nations autochtones ont dans la protection du territoire, la place des communautés locales, la manière dont on peut penser, si on veut, une gouvernance polycentrique du territoire, de manière à protéger une diversité qui est, comme je l'ai dit, à la fois ethnoculturelle et nationale. Donc ça, c'est en gros les questions qui m'ont intéressé. Parmi les cas d'espèces que j'ai étudiés récemment, c'est notamment le cas de la protection du caribou forestier au Québec, qui mêle toutes ces considérations-là. Donc ça, c'est un cas qui est super intéressant. Voilà, je pense que j'ai déjà pas mal épuisé mon 5 minutes, hein. En tout cas, C'est une très bonne 5 minutes. excellent. Merci, Bob. Merci à toi, Jérôme. On a eu le plaisir de parler des caribous. Je pense qu'on était dans la rue, proche de Côte-des-Neiges, en train de donner le séminaire de l'école d'été, si je ne me trompe pas. Parce que le bâtiment, il faisait trop chaud. Donc, on a littéralement amené la philosophie dans la rue. C'était assez spectaculaire. Ah Merci. oui, D'être j'arrête avec pas de nous. parler à tout le monde des caribous ces temps-ci. Donc, si vous m'avez croisé, je vais sûrement casser les oreilles avec ça, mais bon. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, maintenant, on va continuer avec Marie Martel. Bonjour, Marie. Oui, bonjour, bonjour Bob, bonjour tout le monde. Oui, ben, merci aussi Pascal et Jérôme, c'était très intéressant. J'ai pas cette fois-ci Bob préparé de support de présentation. Je me souviens que la Parfait. dernière fois dans ton cours, j'en avais fait un puis ça n'avait pas été très utile finalement. Alors cette fois-ci, je me suis dit on va y aller low-tech. Oui, j'ai quelques projets en lien avec l'interculturel, mais j'ai choisi de parler d'un projet qui est en fait le plus récent sur lequel je travaille actuellement et puis ben, pour lequel j'ai une entente avec une maison d'édition universitaire. C'est un projet que je travaille aussi avec une collègue de l'Université de Bordeaux qui s'appelle Raphaël Batz. Puis, ben, la problématique, c'est un peu la suivante. On sait que les archives, les livres jouent un rôle important dans plusieurs cultures comme dépositaires de l'expérience humaine puis de l'histoire du monde. Puis, ben, les bibliothèques qui en sont les gardiennes ont été très souvent victimes d'épisodes de destruction tragiques, que ce soit à la suite d'actes de vandalisme, des guerres ou des catastrophes. On pense souvent à la bibliothèque d'Alexandrie dans l'Antiquité. Là, ça nous vient spontanément à l'esprit quand on pense à ce genre de tragédie, mais plus près de nous. En fait, au 20e puis au 21e siècle, il y a eu, par exemple, l'incendie de la bibliothèque de Jaffna en 1981 par une nuit de juin. C'est souvent la nuit, l'été, que ça arrive. Ben, c'était cet incendie-là, le théâtre, en fait, du déclenchement de la guerre au Sri Lanka, puis la destruction des collections qui étaient considérées, en fait, comme les plus importantes d'Asie à ce moment-là. C'est perçu comme un des exemples de biblioclasme les plus importants et les plus violents du 20e siècle. Il y a eu aussi le siège de Sarajevo, alors la Bibliothèque nationale de Bosnie-Herzégovine, qui était considérée comme un symbole de diversité culturelle, ethnique et religieuse, qui a été aussi délibérément incendiée par des tirs d'artillerie
pendant la nuit, une nuit d'août 1992. Alors, on parle de 2 millions de livres, des milliers de manuscrits, des livres rares, des documents historiques qui ont été complètement perdus. Puis, pour reprendre les termes de l'UNESCO à ce sujet-là, c'est un symbole de pluralisme qui a été réduit à néant. Donc, ça, c'est des événements qui soulignent l'importance de protéger les institutions culturelles puis reconnaître la valeur des bibliothèques comme gardiennes du savoir et de la culture, mais ensuite, du destin des collections, il n'y a pas eu tellement d'études qui ont été faites, pas d'études, qui se sont attardées sur les conséquences de ces conflits violents sur les services des bibliothèques puis les communautés desservies, comment ces événements affectent les capacités d'accueil, les services, les usages. Donc, le sujet de notre recherche, c'est l'accueil qui est abordé à travers la question de ce que la guerre fait à l'accueil en bibliothèque, mais aussi de ce que la bibliothèque fait afin de continuer d'accueillir lorsqu'elle est en guerre, puis aussi après la guerre. Donc, comment le rôle, la signification, la culture de l'accueil s'exprime puis se transforme dans le contexte de ces situations extrêmes? Est-ce que les bibliothèques éprouvent un repli identitaire et national en temps de guerre? Est-ce que les situations interculturelles s'en trouvent exacerbées? Puis après la guerre, comment fait-on pour créer puis recréer des liens et des ponts? Puis, en fait, on parle assez communément dans le discours public de société d'accueil, de terre d'accueil, de communauté d'accueil, mais l'examen empirique de l'accueil et sa signification, c'est quand même un défi pour la réflexion, pour les sociétés, pour les études migratoires et interculturelles, je pense, puis aussi pour la bibliothéconomie communautaire aujourd'hui, qui fait vraiment de l'accueil une valeur cardinale dans les bibliothèques dites tiers-lieux, qui favorise les rencontres entre les gens. Alors, comme on s'intéresse au thème de l'accueil à travers le prisme des bibliothèques, et que ça, c'est notre sujet d'étude, on veut étudier différents cas de bibliothèques qui sont associés à des conflits dans différentes régions du monde, de la seconde moitié du 20e siècle jusqu'à ce jour. Puis, ces cas nous amènent donc à explorer, à souligner l'importance de documenter et de reconnaître non seulement la valeur documentaire et patrimoniale des bibliothèques, mais aussi leur valeur sociale et communautaire comme gardienne de l'accueil et puis comme infrastructure sociale et puis interculturelle. Alors, on va explorer 3 contextes différents, à peu près une dizaine de sites. Je nomme des pays, mais en fait, nos informateurs, nos informatrices sont situés tantôt dans les bibliothèques nationales, puis dans les bibliothèques publiques en milieu urbain. Donc, un premier contexte, c'est celui qui consiste à accueillir en temps de guerre. Et puis, on peut penser aux bibliothèques en Ukraine, en Syrie ou au Nigeria. Puis, un second contexte aussi, qui est celui qui consiste à accueillir après la guerre. Comment on accueille l'autre qui a été l'ennemi, comment revivre ensemble, comment se réconcilier, quels espaces de rencontre, quels tiers-lieux. Par exemple, en ce moment, on est en travail préparatoire. Ma collègue et moi, on travaille sur les bibliothèques en Colombie puis au Rwanda. Et puis à ça, on pourrait ajouter les bibliothèques en Irlande et puis au Japon. Puis enfin, le troisième contexte, ça concerne les bibliothèques des pays où on constate des flux migratoires importants puis qui accueillent des personnes migrantes qui fuient différents conflits dans leur pays d'origine. On pourrait penser à l'Allemagne, la Turquie, le Pakistan, l'Australie. Alors, voilà, c'est donc une recherche qualitative de nature exploratoire et descriptive sur le phénomène de l'accueil. Puis, on va recueillir, en fait, des récits de bibliothèques et des communautés qui se trouvent en quelque sorte aux frontières, aux limites extrêmes de la rencontre. Alors, voilà. Je pense que je fais à peu près ça 5 minutes, là. Merci, Marie. Oui, l'accueil, c'est un sujet qu'on a tendance à sous-estimer en interculturel et surtout dans les milieux que tu proposes d'étudier. Ça a l'air très, très complexe. On va terminer le premier tour avec Sabine. Sabine Lucille Choquet, bonjour, bonjour. Oui, bonjour Bob. Bonjour tout le monde. Je vais peut-être partager l'écran. Je suis pas certain que le support sera absolument nécessaire, mais je vais quand même montrer quelques slides. Je pense que c'est activé le partage. Donc, Ah, ok, parfait. Je crois que ça va être. Ouais, je vais faire l'écran 2. Normalement, ça devrait. on te voit paraître, oui.
Est-ce que c'est bon? Ouais, parfait. Ah, ok. Ah, je vais juste passer parce que j'ai comme... Je voulais passer. Oui, je voulais... bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour vos présentations. C'était vraiment très instructif. Et je vois qu'on a des points de vue vraiment différents de l'interculturel. Donc, pour me resituer par rapport à ce que disait Bob, parce que j'aimais bien commencer par là, moi, je me situais vraiment du côté du registre politique de l'interculturalisme, parce que j'ai aussi beaucoup travaillé sur la politique de l'interculturalisme au Québec, c'est quoi sa différence par rapport au multiculturalisme canadien. Mais la majorité de mes travaux, je me suis intéressée à l'impact des politiques publiques, donc du registre politique sur les interactions, puis les relations entre les communautés culturelles. Donc là, on est au niveau 1, en fait, l'impact du niveau 2 sur le niveau 1, si je reprends les définitions de Bob. Je voulais juste, avant de présenter mon projet actuel, le resituer pour voir un peu l'évolution. Je me suis beaucoup intéressée donc, à l'impact de ces politiques sur le vivre ensemble et les interactions entre les groupes sociaux. Notamment, j'étais partie sur une étude comparée entre la France, le Québec, le Canada. À l'époque, j'analysais en fait l'impact des politiques de gestion de la diversité, principalement qui s'adressaient aux immigrants sur leur sentiment d'appartenance. Puis, donc, c'était vraiment la différence entre le système républicain, puis l'impact qu'il peut avoir sur le sentiment d'appartenance des personnes issues de l'immigration en France, l'impact aussi de ces politiques sur les relations. J'avais un petit peu abordé le phénomène des polarisations, des tensions, des facteurs de tension, mais je n'avais pas tellement creusé cette question. C'est plus dans le deuxième livre, Unis par la diversité, ces pays forgés par leurs différences, où là, j'ai parlé vraiment de la Suisse et du Canada, où j'ai analysé l'impact des politiques, notamment par exemple en Suisse linguistique, préserver la diversité des communautés linguistiques, puis l'équilibre en fait des langues sur, sur les relations entre ces communautés elles-mêmes et aussi sur la représentation euh, de l'immigration, puisqu'il y a un gros paradoxe en Suisse, c'est que la Suisse a des politiques extrêmement efficaces de préservation de la diversité linguistique. On a une sorte de stabilité qui est très importante, mais dans le même temps, on voit que il y a des campagnes de communication extrêmement racistes en fait sur les immigrants. Donc c'est un des paradoxes que j'ai analysé sur comment un pays peut être hospitalier à la différence, mais avec une hiérarchie en fait, une diversité qui est légitime puis une diversité illégitime. Donc là, j'ai abordé déjà les facteurs de polarisation et en 2023, je suis passée vraiment sur la dimension critique. Donc là, justement, ce que j'ai présenté, où je parle de la violence de l'État et en fait vraiment l'impact des politiques publiques aussi sur les facteurs de polarisation entre les groupes et les tensions. Et là, je m'arrête là, je vais vraiment avancer pour présenter le dernier projet que j'ai mené dans une perspective critique qui était en fait, là pour le coup, ça rejoint les recherches de Pascal parce que je me suis intéressée à la dimension communicationnelle. Moi, j'ai voulu voir, et dans une perspective critique, les impacts des politiques publiques de prévention de la radicalisation sur les discriminations, sur les stéréotypes racistes et sexistes. Et j'ai notamment analysé 2 campagnes, donc là je vous ai mis les photos, 2 campagnes publiques de prévention de la radicalisation en France, qui s'appellent Toujours le choix et ils te disent. Donc, c'est des petits spots, en fait. Il y en a un qui prend même la forme d'un jeu vidéo avec énormément de stéréotypes racistes. Donc, dans notamment Toujours le choix, on a le parcours de Emma et Mehdi. Et puis, c'est censé prévenir la radicalisation chez les jeunes. Alors, évidemment, on a la représentation d'une fille qui est amoureuse, qui est en situation de victime, qui se fait enfin, c'est très intéressant sur les représentations en fait institutionnelles aussi des différences. Et donc moi, je me suis vraiment intéressée à l'impact justement de ces spots, de ces représentations, de ce concept de radicalisation sur les relations interculturelles, les effets pervers aussi qu'ils pouvaient avoir, notamment dans les prisons, l'impact de cette catégorie sur l'auto-catégorisation des personnes comme radicalisées,
avec l'idée d'une prophétie autoréalisatrice, notamment un sociologue analyse en fait concrètement qu'est-ce que ça fait de créer des unités dédiées à la radicalisation, de donner des catégories, donc là pour le coup qu'on impose aux personnes et comment ces personnes, quels impacts ça a en fait pour leur interaction avec les autres et leur embrigadement dans la violence, parce qu'au départ c'est des catégories imposées, et puis évidemment tout l'impact que ça a sur les représentations des musulmans, à la fois dans les maisons d'arrêt, mais aussi plus largement dans les associations. C'est la pratique musulmane, de la religion musulmane elle-même qui est construite comme étant un risque, comme étant un danger, puisqu'on a des grilles de radicalisation qui indiquent que le port du voile, par exemple, en France, ou encore le port de la barbe, ou la pratique religieuse hyper ritualisée font partie des critères de radicalisation, ce qui amène évidemment les travailleurs sociaux et même dans les écoles, on demande en fait aux personnes d'auto-identifier, d'identifier eux-mêmes les facteurs de radicalisation et de les signaler. Donc, on en arrive vraiment dans une société en fait de la suspicion. Et évidemment, ça a des conséquences assez dramatiques sur les discriminations puis les relations qu'il peut y avoir en France entre les différentes communautés. Donc, c'est vraiment, là, j'ai été amenée à m'intéresser aux facteurs aussi contextuels de polarisation entre les communautés. Et je soulignais là plutôt la dimension aussi de la communication publique et de la création de catégories en fait qui vont vraiment jouer un rôle dans la manière dont les gens vont s'auto-identifier et récupérer ces catégories. Et puis, pour parler de la recherche future, juste, je pense me recentrer. Donc là, je m'étais beaucoup intéressée à l'impact des politiques publiques et de la forme des régimes politiques aussi sur les relations interculturelles. Maintenant, je souhaite plutôt analyser l'impact des manifestations sociales ou des conflits internationaux sur les relations interculturelles, mais au niveau de la ville, en fait, à Montréal, et d'analyser les facteurs de polarisation et de voir les facteurs de tension, mais de manière beaucoup plus contextuelle et locale, parce que je vois qu'un événement international, la manière dont il est médiatisé finalement, la communication autour de cet événement peut avoir une répercussion très importante sur justement les réactions émotionnelles et les relations en fait directes entre les communautés. Donc là, je redescends à l'échelle, on va dire, locale. Voilà, c'était. Super. J'espère que c'était assez clair. Oui, oui. Écoute, c'est intéressant parce que la question de la polarisation, c'est quelque chose que nous vivons tous, tous les jours, dans nos vies de tous les jours, mais de pouvoir faire de la recherche là-dessus, réfléchir là-dessus, c'est aidant pour la recherche, mais aussi pour nous, les citoyens et citoyennes que nous sommes. Alors, vous voyez, avec ce tour de table extrêmement rapide, je dirais même brutal, je m'excuse auprès de mes collègues de leur demander de parler d'un projet pendant 5 minutes. C'est pas fair, comme on dit en bon français. Mais c'est dans l'intérêt de voir un peu les ponts potentiels entre ces projets de recherche. Aussi de réunir les 4 dans le même espace virtuel. Je vous ai mis un peu dans la boîte de la relève. J'espère que ce n'est pas une boîte qui vous crée des malaises. Mais nous, au labo, on est là depuis un bon bout. On a des gens de différentes générations, de différentes approches. Et pour nous, c'est vraiment rassurant et intéressant de voir que l'interculturel a son propre élan, ses propres sources de motivation. Alors, merci d'être avec nous et de partager vos projets. Vous voyez qu'il y a, pour les gens qui participent, il y a une très grande diversité de projets, mais un fil conducteur que je vois, c'est justement ces approches critiques. Puis, je vais poser une question là-dessus dans un deuxième temps. Premièrement, j'aimerais juste revenir sur la question de base. Qu'est-ce que c'est pour vous l'interculturel? Et puis, vous pouvez, on n'est pas obligé d'aller dans l'ordre, là, vous pouvez juste vous proposer de répondre à la question. Que ce soit une définition ou un feeling que vous avez, comment vous expliquez l'interculturel dans vos recherches, vous 4? Jérôme, Moi, oui?
je veux bien commencer à parler. Moi, je me suis intéressée, comme je disais, aux relations, aux interactions entre des groupes de cultures, de langues, de religions différentes. Puis après, j'ai déplacé aussi ma recherche, comme je disais, sur la notion d'auto-catégorisation qui m'intéressait parce que c'est une notion que j'ai repris de la psychologie sociale, mais que je trouvais particulièrement pertinente dans certains cas, puisque les identifications sont mouvantes et il n'y a pas vraiment d'essentialisation. On s'identifie à un groupe dans un contexte, mais le contexte est aussi déterminé par Oui. l'institution, comme je parlais des groupes déradicalisés en prison. Bah, cette catégorie, elle n'a du sens que parce qu'elle existe, par exemple. Mais idem pour les musulmans. Est-ce qu'ils se catégoriseraient musulmans si c'était dans un contexte qui n'est pas discriminant où cette catégorie est active? Donc, tout ça, moi, m'a intéressée. Donc, mais je dirais que globalement, c'est les interactions entre les personnes qui s'identifient à des groupes ou des cultures différentes. Oui, mais on oublie ça souvent. C'est tellement important que l'approche interculturelle, c'est d'abord les interactions. Ce n'est pas uniquement les interactions, mais c'est beaucoup axé sur ces moments de rencontre. Puis comme tu as dit, le contexte, c'est tellement important parce qu'on peut avoir les deux mêmes personnes qui interagissent dans un échange en changeant le contexte et ça ne serait pas la même interaction. Donc, c'est là qu'on voit l'aspect systémique. Jérôme, tu voulais enchaîner? Oui, je peux enchaîner. En fait, ben, c'est super intéressant ce que Sabine nous dit. Je suis assez d'accord. Mais un truc que j'ajouterais qui fait un lien avec ce que tu disais au tout début quand tu as présenté ta catégorie, l'interculturel, je le vois aussi comme une heuristique, une grille méthodologique d'abord. Puis un des trucs, en fait, si on veut, un des principes qui s'applique à la fois à notre travail de chercheur, mais aussi éventuellement à des perspectives plus politiques, plus normatives dans mon cas, ben, c'est un principe, si on veut, d'humilité épistémique puis d'autocritique. Donc, c'est une capacité de réinterroger des catégories, des notions fondamentales d'une grille d'analyse qui est politique, puis de les repenser, puis notamment de les repenser à partir un autre postulat méthodologique qui est le contextualisme. Et là, je rejoins un peu Sabine là-dessus. Donc, une forme de théorisation qui est bottom-up dans la mesure où il y a un virage qui est délibératif, il y a une volonté d'avoir des méthodes de recherche novatrices dans mon cas, parce qu'en philo-politique, du bottom-up, on n'en faisait pas beaucoup, mais de travailler à partir d'une approche qui est celle d'interculturel, ça force à multiplier, si on veut, ces tentatives-là. Puis, ensuite, pour moi, ça a aussi pris ça se traduit, si on veut, par une logique de compromis et qui traverse à la fois la conceptualisation des cadres normatifs, mais aussi, justement, des compromis qui sont méthodologiques. Donc, au fond, c'est une logique de sensibilité au contexte, une capacité finalement, de se sortir de certains lieux communs, d'éviter de tomber dans un fétichisme de la théorie universelle qui s'applique tu sais, de manière ahistorique partout, puis d'aller vers justement là, une conception thérapeutique du travail du philosophe politique. Donc voilà, ce serait ma conception d'interculturel, là, si vous voulez. C'est ça. Ouais, c'est comme, je vois ça comme une sorte de zone d'inconfort pour les philosophes, là, et que tu fonces directement dans ces zones-là. Pascal, tu voudrais continuer? Oui, ben merci Sabine, Jérôme. Donc, je trouve que c'est déjà super intéressant comme manière de voir l'interculturel. Peut-être rebondir un petit peu sur ce que dit Jérôme par rapport à toutes les questions que ça soulève au niveau des approches aussi interculturelles, mais au niveau épistémologique aussi, je pense que si on réfléchit à la création des savoirs aussi en lien avec l'interculturel, on va peut-être le voir avec ta prochaine question sur le développement des approches critiques, mais déjà essayer de comprendre mais d'où viennent nos savoirs sur l'interculturel. Donc, quels savoirs sont légitimes, par exemple, dans certains espaces et quels savoirs le sont pas. Donc, moi, je travaille, par exemple, sur un projet à l'Université de Montréal pour voir comment on peut intégrer les savoirs qui proviennent des communautés noires au sein de l'université. Comment les rendre, par exemple, légitimes dans un contexte académique universitaire. Donc, déjà, ça nous force à nous poser la question sur ces créations de savoirs qui naissent parfois des relations de pouvoir aussi entre des savoirs qui sont plus légitimes et d'autres qui sont moins légitimes. On le voit aussi avec la question autochtone. Et je pense que c'est important pour la recherche de réfléchir aussi à ces questions-là. Et d'un côté plus pratique peut-être aussi, parce que j'aime aussi montrer un peu les deux côtés
De côté plus pratique, donc moi comme chercheuse, bon, j'ai eu la chance aussi de faire beaucoup de terrain dans les organisations à Montréal. Et j'ai eu la chance, par exemple, d'assister à des entrevues, des entretiens d'embauche, où la question de l'interculturel, par exemple, va s'incarner dans les interactions, comme tu dis, entre, par exemple, des gens qui cherchent des emplois, des recruteurs, etc. Donc, je me suis intéressée à voir qu'est-ce qui se passait justement quand les gens discutent. Ce qui est l'interculturel, ça prend une certaine place dans ces contextes-là aussi, qui sont très organisationnels. Et ce qu'on se rend compte, c'est que dans la situation d'entrevue, par exemple, pour des emplois, il y a des compétences maintenant qui sont très importantes et qui sont empreintes, en fait, de la question culturelle aussi. Donc, par exemple, notre capacité à communiquer, à s'exprimer d'une certaine façon. Donc, ça va s'incarner de différentes façons d'une culture à l'autre. Et ça peut faire en sorte que, justement, dans des situations comme ça, la question des différences interculturelles va prendre beaucoup de place. Et à savoir comment on arrive justement à réfléchir à ces différences-là, puis comment faire en sorte que, bon, au niveau des stéréotypes, des biais inconscients et tout ça, comment tout ça influence aussi des processus organisationnels très importants. Donc, je pense que l'interculturel, donc, c'est réfléchir aux approches, réfléchir aussi de manière très pratico-pratique à comment ça s'incarne au sein des organisations, et réfléchir aussi à la coexistence des co-cultures. Donc, il y a les cultures qui cohabitent. Donc, si je prends mon expérience, donc moi, je suis née au Québec. J'ai des parents d'origine haïtienne. Mes enfants, troisième génération d'immigrants, etc. Donc, il y a une coexistence quand même de valeurs, de croyances, des visions du monde aussi, qui, je crois, qui sont importants aussi à souligner dans le contexte québécois, en tout cas canadien aussi. Donc, cette existence de co-culture aussi, qui est quand même un défi, je pense, pour l'accueil, comme disait peut-être Marie, pour l'inclusion aussi au sein des organisations, puis pour des questions de représentation. Donc, on a parlé beaucoup de représentation authentique, par exemple, comment on fait pour s'assurer d'une représentation authentique au sein des organisations, au sein de nos institutions, etc. Donc, je pense que l'interculturel, ça englobe un peu tout ça. Bon, là, je m'emballe, je vais continuer, mais c'est un peu ça, en fait, ouais. Puis, Pascal, je ne sais pas si je dévoile quelque chose, mais Pascal est aussi hockey mom. Donc, et je sais que la question de la différence joue beaucoup sur les patinoires. Elle a écrit des articles là-dessus. Merci pour ramener la question de la différence, Pascal, parce que en interculturel, on essaie de trouver la façon de parler de l'interculture, de parler des différences, mais sans renforcer les préjugés. C'est un thème que j'ai abordé avec mes collègues Anthony et Mathilde, que je vois dans le Zoom, dans un article récent. Marie, est-ce que tu voudrais parler un peu de ta façon de voir l'interculturel? Oui, alors, en fait, l'interculturel, j'utilise comme un prédicat avec le mot dialogue, comme dans dialogue interculturel, dans l'esprit, en fait, de ce que l'UNESCO définit, puis qu'on retrouve ensuite, ceci explique cela, là, qu'on retrouve ensuite dans plusieurs des politiques publiques qui concernent les bibliothèques. Par exemple, le manifeste des bibliothèques publiques reprend cette idée que la mission des bibliothèques, c'est d'encourager le dialogue interculturel puis de favoriser la diversité culturelle. Puis, ce qui est intéressant de cette proposition-là, qui veut que le dialogue interculturel joue un rôle significatif, c'est aussi qu'on l'associe à des conditions spatiales puis à des opportunités d'engagement. Et puis, en fait, comment on concrétise ça? Quel espace interculturel peut-on concevoir? Quelle est cette capacité-là d'aménager des processus de rencontre et de dialogue? Alors, comment qu'on peut faire, par exemple, des bibliothèques publiques, des bibliothèques interculturelles, c'est-à-dire des tiers-lieux de la superdiversité, puis de l'anthropocène aussi. Donc, ça nous amène à réfléchir de manière peut-être plus concrète à une typologie des rencontres en bibliothèque. On parle souvent de créer des liens, ou dans les espaces publics, on parle souvent de créer des liens, là, selon la distinction que Putnam fait entre
Oui, créer du capital social de type banding, créer des liens ou alors créer des ponts entre des groupes diversifiés. Alors, comment on peut arriver en fait à réaliser des contextes qui favorisent des interactions justement significatives entre les gens qui permettent de réduire la distance et puis parfois le malaise existant. Donc, il y a cette dimension-là qui est un peu à la recherche des conditions socio-spatiales pour favoriser les rencontres, mais il y a aussi toute une dimension qui relève des conditions justement de participation, puis qui s'appuie davantage sur comment on va développer une épistémologie professionnelle interculturelle, comment on peut opérationnaliser l'approche interculturelle chez les travailleurs et les travailleuses, comment on l'intègre dans la pratique. Et puis, ben ça, c'est aussi bon, un travail que je trouve, une dimension là, de la recherche en interculturel que je trouve très, très intéressante. Comment on peut utiliser des outils existants chez les professionnels, comme celui de la pratique réflexive dans le modèle de Donald Schoen, par exemple, puis faire en sorte qu'on va prendre aussi certains modèles de l'approche interculturelle, puis de l'intégrer dans la dimension d'analyse, de réflexion que les professionnels peuvent avoir sur leurs actions, puis leurs interventions. Donc, deux volets. Le volet de la rencontre, donc un registre de la rencontre, un lexique de la rencontre, une typologie de la rencontre, puis aussi une caractérisation de l'épistémologie professionnelle. Ouais, ça, c'est peut-être un fil conducteur qu'on entend ce matin, cette idée de théoriser la pratique et puis pratiquer la théorie un peu, parce qu'il y a de plus en plus de demandes dans les différents contextes organisationnels pour aider à incarner un réflexe interculturel ou développer des compétences, même au niveau de l'organisation. Mais tu as nommé, Marie, aussi la question des espaces partagés. Et donc, il y a une sorte d'idée reçue ou même un préjugé par rapport à l'interculturel, qui est de penser naturellement pourquoi associer l'interculturel avec l'immigration. Mais l'interculturel, c'est aussi ces interactions entre les professionnels de différentes disciplines. C'est pas uniquement entre les gens d'ici puis les gens d'ailleurs, mais c'est aussi entre les gens d'ailleurs. C'est entre les hommes et les femmes et toutes les autres catégories entre ces deux catégories bipolaires. Bref, moi, j'aimerais ça peut-être passer à la prochaine question, parce que vous avez déjà commencé à aborder un peu la question de comment savoir pour s'assurer que l'avenir de l'interculturel soit un avenir avec des approches critiques. C'est peut-être le préjugé le plus courant que j'entends sur l'interculturel, c'est que l'interculturel n'est pas critique ou, par exemple, qu'il n'a pas un modèle pour les rapports de pouvoir. Et moi, ma réponse à cette question-là, c'est de dire que bah, ça c'est pas mon interculturel à moi. Et c'est certainement pas l'interculturel du labo. Donc, j'aimerais ça entendre les collègues parler un peu de cette question des approches critiques. Comment expliquer les approches critiques dans la recherche que vous faites ou dans l'interculturel en général? Ben, moi, je l'avais juste souligné parce que comme tu t'avais soulevé la question de comment on peut adopter une approche interculturelle critique, ben, je le mettais aussi en relation avec le positionnement du chercheur, puisque ça me semblait difficile d'expliquer comment on a cette approche critique. En général, il est déterminé par son vécu, puis son propre positionnement à l'égard de la société, puisqu'on n'est pas extérieur à la société. Donc, il y a une dimension où il faut être interpellé. Ben, je ne sais pas, dans le cas de la Suisse, par exemple, ce qui m'avait amené à travailler sur l'écart entre les communications à l'égard de la diversité autochtone linguistique, puis à l'égard de l'immigration. C'est principalement aussi les campagnes de communication publique très, très racistes au sujet des immigrants
puis l'écart très grand qu'il y avait entre le discours hospitalier à l'égard de la diversité en Suisse, avec 4 langues, avec etc. Puis ces campagnes-là extrêmement agressives, notamment, il y en a une avec un mouton noir qui est exclu de la Suisse. Enfin, je peux vous montrer là. Je ne sais pas si vous voyez le diaporama. C'est oui, non. Donc, c'est vraiment le fait. Oups, pardon. Oui, je sais pas si c'est. Ouais, c'est ce type de campagne, donc de communication. Et je trouvais que dans le postulat critique, c'est déjà être interpellé par ce qu'on peut voir. Et puis, effectivement, réfléchir aux dimensions et aux relations, comme disait Pascal, entre savoir et pouvoir. Pourquoi est-ce que on présente, par exemple, une forme de diversité comme légitime? Pourquoi est-ce qu'il y a certaines formes de savoir qui sont valorisées? Donc, c'est quand même une perspective critique, je pense, aussi à l'égard du pouvoir, d'une certaine façon. C'est forcément indissociable. Puis ça, je pense que c'est quand même guidé par du vécu. Pascal parlait de son vécu. Moi, je suis née sur une frontière, donc je pense que l'histoire de la discrimination, c'était très, très présent dans ma famille. Mon père s'identifiait pas du tout, en fait, à la culture française. Il avait une autre religion. Donc, tout ça, en fait qu'il a créé un décalage, puis le regard qu'on porte, en fait, sur sa réalité est des fois décalé. Je trouve que le positionnement critique, en fait, je voulais le ramener sur une histoire d'expérience puis de vécu, parce que je pense que c'est quand même déterminé par le positionnement du chercheur lui-même à l'égard de la société dans laquelle il vit. Puis c'est toujours déterminé, selon moi, par un écart entre la vision que les gens ont, par exemple, puis l'expérience qu'on peut avoir. Bien. Pascal, Jérôme? Oui. OK. Oui, donc je trouve ça super intéressant ce que Sabine apporte. Donc, juste réfléchir effectivement au positionnement du chercheur, de la chercheuse aussi, par rapport au développement des connaissances. Donc, penser à son propre fonctionnement, sa propre identité, etc. Parce que on voit quand même que ça influence parfois sur les sujets de recherche qui nous intéressent, sur la manière dont on va traiter certaines données, etc. Donc, je pense que ça, c'est un point de départ important. Et on voit une certaine évolution quand même du discours de l'interculturel. Donc, juste la coexistence du discours interculturel et l'EDI, par exemple. Donc, voir comment ces deux discours peuvent coexister aussi dans les organisations, dans les institutions, aussi dans l'espace public aussi, etc. Donc, on voit que c'est un discours qui est pas figé non plus. Donc, il y a une certaine évolution. Donc, on parlait donc il y a plusieurs années, par exemple, de compétences interculturelles. Donc, c'est toujours à l'ordre du jour. Mais de plus en plus dans les domaines, comme par exemple, j'ai travaillé beaucoup avec les médecins cliniciens, etc., où on va peut-être même s'éloigner un petit peu de cette idée de compétences interculturelles pour aller plus vers l'humilité culturelle, par exemple. Donc, avec des termes aussi qui montrent qu'il y a une certaine limite quand même à ce qu'on peut connaître de l'autre et l'interprétation qu'on fait aussi de la culture des autres. Donc, l'idée de tout connaître d'une culture, moi je connais tout de cette culture-là, etc., parce que j'ai passé 2 ans dans tel ou tel pays, donc où mes amis sont telle et telle origine, etc. Donc, on essaie de voir qu'il y a quand même une limite quand même à cette idée de compétence interculturelle. Donc, je suis pas super compétent en interculturel, mais j'ai toujours à apprendre. Donc, cette idée d'humilité est quand même, je pense, super importante. Donc, on voit quand même cette idée de cette évolution du discours, la curiosité aussi culturelle, pas la curiosité déplacée, mais toujours avoir envie d'apprendre, par exemple, des autres cultures, etc. Ça vient même remplacer un peu cette idée de compétences, par exemple, interculturelles, surtout dans le domaine de la santé que je l'ai vu jusqu'à présent, et d'avoir des approches aussi qui tiennent compte des traumatismes, du racisme, des traumas, du passé colonial, etc. Donc tout ça, c'est quand même important de ramener ça aussi dans l'interculturel, donc de pas le laisser à l'extérieur, si on veut, du champ de l'interculturel, mais de le ramener, cette idée de réfléchir au passé colonial, au traumatisme vécu par
certains groupes, etc. Et on le voit justement dans, par exemple, le soin qu'on va faire aux patients dans le domaine de la médecine, où on va avoir des formations pour que les gens soient sensibilisés aussi à ces questions-là, dans leur manière de communiquer, par exemple, en situation interculturelle. Donc, je pense que c'est tous des réflexions qui sont importantes. Et au niveau méthodologique aussi, je pense, comme chercheur, il faut réfléchir donc moi, je réfléchis beaucoup aux approches que j'appelle engagées. Donc, voir comment aussi on peut amener des recherches peut-être plus participatives, etc., qui tient compte aussi des réalités des différentes communautés. Et je pense que les approches méthodologiques vont nous amener aussi peut-être à voir les choses un peu différemment, donc faire la recherche un petit peu de manière différente. Donc, je pense que Jérôme l'avait mentionné, mais trouver des manières innovantes aussi, au point de vue méthodologique aussi, de faire de la recherche en interculturel pour avoir cette vision un peu plus critique, ces assises aussi peut-être plus critiques. Voilà. Intéressant. Je pense que l'humilité est beaucoup plus, c'est une notion plus critique que l'empathie. Avec l'humilité, on peut aller beaucoup plus loin, je pense, et de façon critique. Alors, Jérôme, Marie? Je peux y aller, mais tu as raison, Bob. L'humilité, ça a un effet, si on veut, autocritique, qui a un effet sain sur la théorisation, là. Mais je suis d'accord avec toi aussi sur un truc que tu as dit au départ quand tu as posé la question, qui est le fait que quand on nous parle de l'interculturel comme étant quelque chose de pas critique, tu te reconnais pas là-dedans. Mais ce que je veux vous dire en quelque sorte, c'est que c'est un peu la même expérience ou le même regard que j'ai, dans le sens où d'adopter une perspective interculturelle, une posture interculturelle, ça a été quelque chose qui a eu un effet, en fait, très subversif sur le type de travaux que j'ai fait par rapport à ce qui était fait dans mon champ par d'autres de mes collègues sur des questions semblables. Mais avant d'aller là-dessus, je voudrais revenir sur un truc que Pascal a dit, qui est finalement le fait qu'on voit bien qu'il y a une coexistence, on veut, des grilles. Tu donnais l'exemple de EDI puis interculturel. Ben, je pense que avant toute chose, il faut se rappeler que ben, c'est une grille, donc elle est compatible avec d'autres grilles. Donc, il y a toujours ça, tu sais, contrairement à d'autres approches. En plus, elle est facilement combinable, elle est complémentaire. Donc, évidemment, comme tout découpage du monde, ben, il y a des angles morts, mais il y a quelque chose comme dans l'ADN de l'interculturel qui est compatible avec une forme de syncrétisme ou de maillage avec d'autres approches. Mais bon, là, je vais revenir sur les éléments, disons, qui sont plus critiques dans les travaux que j'ai faits dans les dernières années, puis qui me semblent être le fait de la posture méthodologique interculturelle que j'ai adoptée. J'ai mentionné un peu plus tôt, ben, il y a l'idée des méthodologies qui sont novatrices. Puis ça, dans mon champ, c'est particulièrement évident. Tout à l'heure, je vous disais que je parlais souvent à mes collègues et à d'autres personnes du caribou, mais il y a un truc dont je parle encore plus à mes collègues, puis les achète encore plus, c'est la philosophie de terrain, qui est une nouvelle façon de penser la théorisation, puis qui est au fond une manière d'intégrer le point de vue des acteurs concernés par des cadres normatifs dans la construction de ces cadres normatifs-là. Ça, disons que ça fait branler les colonnes du temple. Puis c'est quelque chose qui est né et qui est tout à fait critique comme méthode, bien qui est né de mon engagement dans une approche interculturelle. Un deuxième élément que j'ai mentionné un peu plus tôt, mais qui a aussi un effet critique, c'est une conception thérapeutique du travail en philosophie politique. Donc ça, c'est une façon notamment d'intégrer l'humilité épistémique et culturelle, de reconnaître qu'il y a une limite à la validité des modèles, des théories qu'on développe. Une autre chose aussi qui s'est produite dans mes travaux dans les dernières années puis qui a un effet critique, c'est une prise de distance par rapport à tout le champ lexical, conceptuel, normatif classique en philosophie politique, en intégrant dans mes approches les approches décoloniales, antiracistes, la justice environnementale, territoriale, les perspectives autochtones. Tout ça aussi est né, si on veut, et c'est une conséquence de la posture méthodologique interculturelle qui est marquée par une humilité épistémique, une autocritique. Donc, bref, tout ça pour dire qu'à partir du moment où on le conçoit comme une posture méthodologique, mais il y a plein de choses qui en découlent puis qui ont des effets critiques. Alors, je m'arrête ici parce que moi aussi, je me suis emballé. Ça nous arrive souvent. Puis vous êtes 4 en plus de moi qui parle déjà beaucoup. Marie, Oui, ben, en fait, oui, moi, je partage votre avis au sujet du fait que
la dimension critique ne fait pas partie, en fait, oui, de l'approche interculturelle. Je pense qu'au contraire, c'est ancré dans les approches interculturelles. Et puis, c'est peut-être en raison du lien qu'on a fait justement avec dialogue interculturel. On a toujours l'impression que le dialogue, ce sont des conversations Ouais, faciles, d'accord avec mais toi. c'est certainement pas toujours le cas. En ce qui me concerne, en fait, la dimension critique, ça revient aussi aux considérations d'épistémologie professionnelle basée sur la pratique réflexive qui intègre l'approche interculturelle, puis donc oui, les différents volets de centration, décentration, médiation, négociation, mais la centration, c'est un moment critique par définition. C'est un moment d'auto-réflexion qui nous permet d'expliciter oui, une forme de cartographie identitaire. Et puis, c'est sûr que par rapport à la pratique réflexive, il y a aussi d'autres dimensions ou d'autres moments critiques, en tout cas du point de vue professionnel là, que je représente. Il y a toute une série de discussions qui font partie justement des réflexions professionnelles à peu près inévitables, qui sont celles de questionner la neutralité de la profession, questionner la neutralité de l'institution, la neutralité aussi de la bibliothèque. Puis ça va aussi avec un examen de cette institution-là comme système social, politique, économique, le type de relations de pouvoir qui sont impliquées puis qui vont favoriser ou au contraire nuire. Si on veut, à l'accès, à l'inclusion, le type d'idéologie aussi qui sont en place. Est-ce que la bibliothèque est un système oppressif? Toutes ces questions-là, ce n'est pas des questions qu'on va poser à part de la réflexion en interculturel. Ça n'en fait partie. La conscience aussi des privilèges qu'on en a comme lettrés de l'information. On parlait tout à l'heure de justice épistémique, les questions qui relèvent de qui dispose des savoirs et des voix qui sont légitimes par rapport aux autres. Donc, tous ces engagements-là par rapport à la justice sociale, justice épistémique, qui sont oui, je pense, de nature critique, font partie des réflexions interculturelles dans le domaine. Puis j'ajouterais aussi quelque chose là, qui nous ramène à la grille des 3D. On parlait des 3D, de la diversité, reconnaître la diversité, lutter contre la discrimination, faciliter le rapprochement, le dialogue. Pendant un certain temps, c'était les 3D du pluralisme. Après ça, c'était les 3D de l'inclusion. Pour dire honnêtement, moi, je les ai toujours présentés comme les 3D de l'interculturel en réalité, puis ça servait de grille aussi pour évaluer ce que dans notre milieu, on faisait en interculturel, quel genre d'intervention on faisait au plan de la diversité, au plan de la lutte contre la discrimination, puis éventuellement pour favoriser le dialogue. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose, en fait, qui est intéressant parce que ça nous permet d'être plus sensible à l'attention qu'on va porter, peut-être à la question plus critique qui est celle de la discrimination. Merci, c'est un sujet. Merci de ramener le modèle 3D, Marie. Puis le troisième D, donc dialogue, c'est vrai qu'il a un peu le dos large et c'est vrai que les approches critiques de l'interculturel regardent les contextes de dialogue comme des contextes aussi conflictuels ou de confrontation. Donc, le dialogue, ce n'est pas comme dans l'usage populaire où tout le monde s'entend et ça déborde de consensus. C'est pas souvent ça qui nous intéresse. Bon, je vois que le temps file très vite. Alors, je vais demander aux 4 collègues de penser à un seul mot qui, pour eux, représente les défis de l'avenir de l'interculturel. Et j'ai choisi
un seul mot, sans les prévenir, hein, parce que je pensais qu'on allait avoir un petit peu plus de temps. J'aimerais ça garder quand même 15-20 minutes pour échanger avec les gens qui sont avec nous. Donc, si je vous pose la question, c'est quoi le défi auquel vous faites face pour l'avenir de la recherche en interculturel? Ben, ça serait quoi le mot? Et là, je vous rappelle, on a seulement comme 2-3 minutes avant d'arriver aux questions. Donc, soyez bref. Moi, je pourrais peut-être me lancer. Ça serait l'intégration des perspectives autochtones actuellement. OK, merci. Oui, ben pour aller dans le même sens, peut-être la co-construction des savoirs avec les communautés justement marginalisées. Intéressant. Je commence à avoir un fil qui se dessine. Je pense que Jérôme et Sabine seraient d'accord avec ça, mais ajouter d'autres mots aussi, parce qu'il y a plusieurs défis, évidemment. Ben, j'aurais probablement dit la même chose que Marie, mais là, je dirais intégration des enjeux environnementaux aussi. Donc, Oui, c'est parce que dans les approches critiques interculturelles, il y a beaucoup de pensées systémiques sur les systèmes d'environnement dans lesquels on évolue aussi. C'est intéressant. Sabine? Je te donne droit à Euh, deux Honnêtement, mots. j'aurais choisi les mêmes termes. J'aurais choisi intégration des savoirs qui sont délégitimés, donc pas forcément d'ailleurs centrés sur autochtones, mais de manière un peu plus large, là, puisque je travaille aussi sur ces questions. Ouais, c'est bien. Et merci beaucoup de vos interventions. J'imagine que des gens qui sont avec nous aimeraient échanger avec vous. Je vous encourage à utiliser le chat si vous préférez le clavardage, mais si vous voulez intervenir et poser une question avec caméra et micro, sentez-vous à l'aise aussi. On aura une vingtaine de minutes pour échanger. Ça peut être une question pour une personne ou pour l'ensemble des panélistes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait se lancer? Je vois François qui est à distance. Bonjour François Rocher. Oui, salut. Bon, vous m'entendez? Oui, je vais poser ma Oui, question. oui, En fait, très je ne bien. sais pas à qui elle s'adresse, mais je pense qu'elle s'adresse aux quatre finalement, parce que Bob a posé la question comment vous concevez l'interculturalisme. J'ai bien aimé la manière dont vous l'avez cadré. Euh, Présentement, moi, j'essaie de réfléchir, mais on a déjà entamé la discussion à l'abri sur la manière de réfléchir l'interculturalisme à la lumière par exemple, des théories postcoloniales, antiracistes, intersectionnelles, qui ne voient pas de lien possible avec l'interculturalisme. En tout cas, il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices dans cette perspective-là qui sont très critiques à l'endroit de l'interculturalisme, justement parce que l'accent est mis sur l'aspect culturel et pas suffisamment sur les exclusions systémiques. Puis d'une certaine manière, à Jérôme, un peu le même problème qui se pose dans des théories, je dirais, critiques sur les rapports entre humains et non-humains. Et je présume que je suis moins familier avec cette littérature-là, mais je présume qu'une des critiques qui émerge probablement, c'est le caractère, je dirais, anthropocentré de l'interculturalisme par rapport aux autres dimensions, je dirais, plus éco-centré, si on veut, où l'humain est décentré justement dans cette perspective-là. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a des voies de rapprochement avec certains théoriciens et théoriciennes qui réfléchissent dans une perspective qui n'est pas celle qui est dominante, je dirais, dans nos travaux? je peux commencer. Merci François pour la question. Ben, c'est dommage, j'aurais tellement de choses à dire là-dessus parce qu'évidemment, c'est en partie le sujet du livre que j'ai fait paraître à la collection Pluralisme. Mais une chose est certaine, c'est que ben, je répondrais par deux choses. D'abord, l'interculturalisme est une approche qui peut être complémentaire à celle que met de l'avant ces critiques. Donc, ça répond à des besoins différents, qui sont des besoins aussi à la source de discrimination, mais surtout d'un point de vue institutionnel. Donc, l'interculturalisme permet de répondre à d'autres besoins. Puis, à mes yeux, si on revient au fondement philosophique de l'interculturalisme, on est capable de déconstruire plusieurs préjugés qu'on a à son égard pour montrer en fait une plus grande compatibilité avec ces différentes vagues de critiques-là.
Et que ça, c'est un peu disons, ma thèse là-dessus. Mais pour ce qui est de la question environnementale, c'est pas tant la question, si on veut, du caractère, disons, anthropocentrique de l'interculturalisme qui m'intéressait, mais davantage le fait que protéger le territoire, ben d'une certaine façon, ben c'est un avantage qui revient au groupe majoritaire puis qui est au fond au détriment de certains rapports différents au territoire. Donc, c'est encore assez anthropocentrique, je dirais, comme analyse. Donc, à ce niveau-là, j'ai pas été capable de corriger l'horizon, cette autre critique-là que tu as suggérée. Puis, mais je trouve ça intéressant. Il y a de quoi à faire. Mais merci, François, pour la question. Difficile de quitter notre peau d'être humain, hein? C'est pas évident. Ça, c'est la première centration de se voir comme être humain et de voir les non-humains qui nous regardent ou qui nous écoutent. Une question pour Pascal dans le clavardage qui vient de Guy. Comment penser une formation interculturelle compte tenu des résistances organisationnelles ou des professionnels? J'imagine que tu as beaucoup réfléchi là-dessus, Pascal. Oui, ben merci pour la question parce que je la trouve très intéressante et très à point. Ben, effectivement, j'ai beaucoup réfléchi à la question en tant que chercheuse, mais aussi je donnais des formations qui portaient justement sur la question des inégalités, etc. en milieu de travail. Et une façon que j'ai trouvé quand même intéressante de monter mes ateliers, c'est vraiment d'ouvrir toujours, en fait, donner l'opportunité aux gens de réfléchir sur leur propre positionnement et leur propre identité, même avant de commencer à parler de la question interculturelle ou du vivre ensemble, etc. Donc, j'ai beaucoup d'ateliers très pratiques où les gens vont réfléchir en petits groupes à qui ils sont, leur identité. On a parlé d'intersectionnalité tout à l'heure aussi, mais comment ces identités justement se trouvent aux intersections de plusieurs identités, etc. Et souvent, ça donne des bons résultats quand les gens sont capables de comprendre leur propre positionnement et comment ça peut influencer la manière un peu de voir les choses. Donc souvent, les gens ils viennent me voir après les ateliers pour me dire ah ben j'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé que voilà j'étais comme ci comme ça. Donc je pense que cette auto réflexion, en tout cas cette manière de faire de l'introspection est quand même importante parce qu'effectivement la résistance vient souvent du fait que les gens se sentent comme imposés. Donc on impose une vision du monde, une idéologie, une façon de voir les choses, etc. Donc il n'y a pas de recette parfaite, mais je pense que déjà ouvrir la discussion sur qui êtes-vous et comment cette identité finalement, même dans le cadre professionnel, peut avoir une influence sur votre travail, etc. Donc ça, personnellement, c'est une méthode un peu que j'ai explorée. Mais c'est vrai que la question de la résistance et des micro-agressions aussi que les formateurs, les formatrices reçoivent dans le cadre de ces ateliers-là est quand même quelque chose à réfléchir, je pense, de manière quand même plus approfondie, parce que bon, c'est pas vrai que c'est les gens qui doivent subir non plus cette résistance-là, etc. Donc je pense que il y a deux volets, donc voir comment mieux structurer peut-être ces ateliers-là, mais aussi protéger les gens qui les donnent. Donc, je pense que, voilà. Ouais, et puis est-ce que les décideurs, les gestionnaires, est-ce qu'il y a une culture organisationnelle qui est vraiment prête à affecter le changement? Je sais que tu as beaucoup parlé du travail. J'ajouterais peut-être quelque chose, je trouve. Oui, Pascal, j'ajouterais quelque chose, Bob, si tu permets. Si vous permettez. Merci beaucoup, Pascal, parce que je pense que c'est très intéressant, puis très juste là, d'orienter sur, comme point de départ, une réflexion sur les cultures, la culture à laquelle on appartient comme, comme sujet ou comme personne. Mais dans les organisations aussi, un des défis par rapport aux formations en interculturel, je ne suis pas sûre encore qu'on a trouvé vraiment de solutions, mais peut-être que ce qui pourrait aider en fait à faire en sorte qu'elles aient plus d'impact, c'est qu'elles tiennent compte aussi des cultures professionnelles dans lesquelles on souhaite faire en sorte d'amener une réflexion en interculturel. Souvent, les formations arrivent de l'extérieur complètement, puis c'est vrai qu'il y a il y a une méfiance organisationnelle par rapport à ça. Donc, c'est ce qui, je pense, est susceptible d'avoir plus d'impact, c'est quand on tient compte du fait qu'il y a déjà une culture professionnelle avec des outils
souvent avec lesquels les gens travaillent, puis comment on peut partir de ce contexte-là, justement, pour faire en sorte qu'on intègre la dimension interculturelle. Je pense que ça a plus de chances de fonctionner si on réalise avant de débarquer quelque part qu'il y a déjà une culture professionnelle Oui, et tout à des fait. outils et des savoirs existants. Merci. Salima? Bonjour. Désolée, je ne pourrais pas ouvrir ma caméra. Sans problème. Ça m'a interpellé beaucoup la réponse justement de Pascal. Personnellement, je donne des formations justement euh, interculturelles et j'utilise justement la réflexion, l'introspection des personnes participantes et c'est vraiment très efficace parce que je crois que les personnes se sentent interpellées, se sentent incluses. Souvent, il y a l'approche qu'on va parler de l'interculturel comme si c'était quelque chose d'extérieur. On va apprendre, on va développer des compétences et tout, et c'est extérieur. Alors que l'altérité est là. Euh, et les gens, quand je leur laisse cet espace où on est intéressé à les écouter, qu'est-ce qu'ils vivent justement dans l'altérité, l'interculturalité, comment elle se vit au quotidien, au travail et de partager justement. Souvent, je les invite aussi à parler de leur résistance, mais pas en nommant résistance, mais de dire justement, est-ce qu'il y a des aspects qui vous heurtent, de légitimer justement les émotions, leur permet de se sentir validés dans ce qu'ils vivent. Donc, je trouve ça vraiment super intéressant et par expérience. Ensuite, j'ai pensé justement que les personnes qui donnent des formations viennent d'un peu partout, avec des profils très variés, très différents. Et effectivement, il y a j'aime beaucoup les micro-agressions, justement, cet aspect justement que reçoivent les personnes qui donnent des formations. Et je me suis dit, ce serait peut-être intéressant de créer une communauté de pratique pour justement outiller les personnes qui donnent les formations parce que c'est important de se mettre à jour, c'est important d'avoir une autocritique justement, essayer de l'interculturel, donc toujours d'être conscient de qu'est-ce qu'on transmet. Et je me suis dit, pourquoi ne pas créer justement une communauté de pratique pour réfléchir à ce qu'on fait régulièrement. Voilà, merci Non, merci. pour... oui. Sur la première question, effectivement, j'essaie de me rappeler, c'était quoi le premier point que vous avez apporté? C'était sur, ah oui, sur est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu le Oui, début de votre propos? c'est le côté où permettre aux personnes participantes aux formations de se sentir incluses et que leur relation à l'interculturalité soit Ouais. donner l'espace pour ça. Tout à fait. Mais en fait, du point de vue de la philosophie interculturelle, que je dirais radicale, ben, nous sommes tous des êtres différents au départ. Donc, cette altérité que vous avez mentionnée, elle se trouve déjà en nous. Donc, le premier défi pour moi dans les formations, c'est de trouver une façon que tout le monde se rende compte qu'ils sont porteurs de différences aux yeux des autres, même les gens du groupe majoritaire ou peut-être surtout. Mais sur la deuxième question, nous avons déjà répondu à ce Oups, besoin. Non, non, c'est désolée. parfait, pas aujourd'hui. Non, non, c'est une question très Ah, pertinente. On n'a pas répondu à cette question aujourd'hui. Je veux juste dire qu'il existe déjà une communauté de pratique pour les gens qui travaillent sur les formations. Ça s'appelle le groupe de travail sur les formations interculturelles.
comme de soi. Et c'est coordonné par mon collègue Jorge Frosini, qui malheureusement ne pourrait pas être avec nous ce matin. S'il y a des gens qui s'y intéressent, vous pouvez me contacter, puis je vous mettrai en contact avec lui. C'est un groupe qui existe depuis plusieurs années et on est en train de publier notre premier cadre de référence justement pour les formateurs et pour les organisations. Donc, merci beaucoup pour cette question-là. Ça m'a permis de faire un autre plug. Dans le clavardage, il y a Denise qui demande, est-il possible d'ajouter une perspective éducationnelle des compétences interculturelles et Abdel Karim qui demande comment évaluer l'impact de la qualité d'une formation interculturelle sur le développement des compétences au niveau de l'amélioration des relations interculturelles. Est-ce qu'il y a des collègues qui aimeraient proposer des éléments de réponse? Moi, je voulais juste parler des concepts de microagression en relation avec ma dernière recherche. Je voulais juste dire que parfois, la simple utilisation d'un concept ou d'une catégorie peut paraître une microagression. Je parlais justement du concept de radicalisation qui n'est pas vraiment questionné. On ne se questionne pas sur qu'est-ce que ça signifie, puis qu'est-ce que ça englobe. Le simple fait d'utiliser, par exemple, ce concept puis d'auto-catégoriser les gens là-dedans en relation, par exemple, avec leur confession, leur pratique religieuse, parce qu'il y a des grilles, justement, qui les catégorisent comme ça, bah, ça peut être vécu comme une microagression. Donc, c'est juste dire que la déconstruction critique, des fois, des catégories, elle me semble absolument indispensable, puis on n'y pense pas forcément. Oui, puis comment faire pour constamment défaire les catégories? Parce que les catégories peuvent être source de blessures ou de microagressions, comme tu dis, mais tout en tenant compte que l'être humain est un créateur de catégories. Et donc, on sait que les catégories vont revenir. Comment faire pour s'assurer qu'ils sont pris avec plus de souplesse? Oui, mais des fois, il faut s'interroger aussi sur la fonction politique de ces catégories, comme par exemple le concept de radicalisation. C'est le fait de pouvoir surveiller ou condamner des gens avant qu'ils ne passent à l'acte. Donc, en fait, ça ébranle profondément aussi la vision que normalement, on condamne quelqu'un qui a commis une faute, c'est-à-dire qui a commis un acte. Le fait de vouloir prévenir puis d'identifier les gens avant qu'ils ne fassent des choses, c'est par définition de la stigmatisation. Et ça, c'est vrai que les gens ne le relèvent pas. Si on essaye de voir qui peut être potentiellement suspect et qu'on le fait sur la base d'une appartenance religieuse ou d'une pratique, ou alors nécessairement, ce concept-là, il est problématique en soi. Puis tu soulèves la base de tout préjugé, c'est-à-dire on présume que l'autre est coupable ou qui possède certains traits par rapport à un groupe. C'est vraiment, dans le cas que tu traites de la radicalisation, c'est un cas explicite très, très inquiétant. Quelqu'un d'autre? Je vais juste rebondir sur l'impact peut-être des formations. Pour dire que pour moi, en tout cas, les formations, c'est pas suffisant. Hein. Donc, parfois, on va dire, je crois beaucoup en l'éducation, puis je suis professeur. Mais des fois, les organisations, les institutions vont voir ça comme une case à cocher. Bon, on a donné une formation à nos employés, on est correct pour l'année, on peut se reposer un peu par rapport aux questions d'interculturel et tout ça. Puis, c'est pas suffisant. Donc, moi, je prends quand même une approche, oui, c'est important d'avoir des bonnes formations, puis il peut avoir des impacts à court terme sur une prise de conscience, par exemple. J'ai par exemple des gens qui sont venus après la formation pour me dire, tu sais, Pascal, je suis pas une mauvaise personne, mais moi, ces questions-là, ça m'a jamais intéressé. Mais là, peut-être que je suis en train de passer à côté de quelque chose. Donc, tu sais, parfois, ça a une petite prise de conscience qui fait qu'il y a un intérêt peut-être pour ces questions-là qui n'étaient pas là avant. Mais je pense qu'il faut nourrir cet intérêt-là. J'aime beaucoup les programmes de parrainage professionnel où on va jumeler, par exemple, les immigrants qui ont peu d'expérience, qui viennent au Québec avec des personnes qui ont un peu plus d'expérience dans les entreprises, etc., où on va créer des relations de proximité entre des gens qui n'ont pas nécessairement la chance de côtoyer, par exemple, des gens qui viennent de cultures différentes, etc. Donc, je pense qu'il faut le voir vraiment comme une stratégie à long terme. Donc, la formation, ça doit faire partie, je pense, d'un tout où il y a plusieurs activités comme ça de sensibilisation qui sont faites tout au long de l'année, plutôt que de voir la formation comme la solution, puis on va mesurer l'impact de cette formation. Donc ça, je pense que c'est quand même important de replacer ça. C'est super important. Puis si tu réponds, Pascal, en partie à la deuxième question d'Abdel Karim, c'est-à-dire la superficialité qui vient avec beaucoup de
d'intervention dans ce domaine. Ça vient du fait que c'est vu sur une base ponctuelle, c'est pas vu du point de vue organisationnel et c'est pas vu du point de vue à travers le temps. Donc, merci pour ces éléments-là. Il y a aussi Marie qui voulait répondre. Après, je vais prendre la question d'Émile. Oui, ben en fait, dans le prolongement de Pascal, c'est vrai, je pense que les formations, c'est pas suffisant. Puis c'est un peu peut-être le danger de faire porter sur l'individu le sauvetage interculturel de l'organisation. Donc, je pense qu'il faut ajouter aussi une perspective sur comment on fait une évaluation de l'interculturel et de l'inclusion, vraiment dans une perspective oui, plus large, qui va essayer de voir comment l'organisation est attentive, quelles sont les responsabilités partagées en matière d'interculturel au sein de l'organisation, évaluer, oui, globalement ce que l'organisation fait pour la formation en interculturel, mais aussi quel genre d'implication ou de participation elle fait des personnes qui sont oui, présupposées, comment elles font partie de la réponse, comment les destinataires là, de ce que l'amélioration de l'interculturel pourrait faire dans une organisation, comment ils sont impliqués dans la réflexion et puis oui, la conception de services dans ce qui nous occupe, comment ils sont impliqués dans la réponse. Donc, il faut faire attention de ne pas perdre de vue oui, un regard sur l'organisation, puis pas seulement sur les individus. Excellent. Émile, une question je vois ta main levée. Oui, en fait, donc, j'aimerais poser la question à Pascal, mais je pense que tout le monde sur le panel pourrait y répondre. Mais j'ai l'impression que récemment, on voit beaucoup de discours négatifs venant de la droite politique à propos des mesures d'équité, diversité et inclusion. Puis, mais je me demandais un peu, est-ce que la résurgence de ces discours-là, est-ce qu'on la voit sur le terrain, particulièrement, mettons, surtout en ce qui a trait à la résistance à l'interculturalité? Puis, comment un peu, est-ce qu'on peut travailler pour contrer ces narratives-là? Oui, ben c'est une super question, puis j'avoue que c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup parce que j'ai donné en décembre une conférence à Washington, D.C. Sur le DI, justement, à des gens qui sont dans l'administration des universités américaines. Et beaucoup de personnes me communiquaient le fait que ils ont vu des bureaux complets d'équité, diversité, inclusion fermés dans leur université. Comment c'était tabou maintenant juste de prononcer le mot diversité, inclusion dans leur université. Comment ils avaient peur. C'était une culture vraiment de peur aux États-Unis. Et j'avoue que ça m'a vraiment, même si on entend parler de ça, bon, ça me semblait un peu loin quand même. Et là, le voir s'exprimer par des administrateurs d'université, j'avoue que ça m'avait quand même un peu glacé le sang. Puis c'est quand même une peur de voir ces discours-là qui viennent de la droite, justement, bon, s'infiltrer aussi au Canada, dans nos institutions, au niveau académique, au niveau des organisations aussi. Je pense que ça peut faire quand même reculer un petit peu les avancées qu'on a fait en termes justement de rendre plus visibles ces enjeux-là, en termes de créer des postes, des personnes en charge de ces questions-là. Donc, je pense qu'il faut travailler fort au Canada pour justement contrer ces discours-là, puis montrer que c'est important, puis ancré peut-être dans les valeurs canadiennes, québécoises aussi, d'inclusion, de diversité, etc. Mais oui, je t'avoue que c'est quelque chose qui me fait peur en termes de recul, puis d'influence peut-être qui nous vient peut-être en ce moment des États-Unis. Voilà, donc c'est un peu ma petite réponse là pour ta question, mais je pense que c'est une question super importante en tout cas. Ouais. Merci beaucoup de vos réponses. Je vois que... Oui, Émile? Ben, par exemple, quand vous rencontrez de la résistance sur le terrain, est-ce que cette résistance-là, souvent un aspect un peu politique ou c'est vraiment souvent ça vient plus de réservation personnelle ou Oui, ben je dirais qu'il y a quand même beaucoup de politique là-dedans. C'est sûr qu'il y a une résonance quand même politique dans les discours que j'entends des organisations. Des fois, c'est la culture organisationnelle, comme Marie l'a mentionné, bon, des cultures de certaines professions, certaines organisations, certains milieux.
qui sont plus conservateurs dans le milieu académique dont je suis issue, qui sont parfois plus conservateurs en termes des questions d'équité, diversité, inclusion, d'interculturalité. Donc la résistance vient vraiment, je dirais, des discours dominants dans certaines institutions, certains systèmes, etc. Système de santé, système juridique, système voilà, carcéral ou peu importe. Donc les grands systèmes aussi là qui régissent nos sociétés, qui fait en sorte que ça va s'incarner aussi dans ce que les gens vont dire. Et là, il faut travailler à partir de cette résistance-là, qui est parfois assez difficile. Écoute, je vois que malheureusement, on n'a plus de temps pour échanger. Il y a quelques questions très intéressantes dans le clavardage. Je vous demande de regarder les commentaires, les questions là-dedans. On a dépassé notre 11h30 prévu, mais ce n'est pas surprenant parce que les questions étaient intéressantes, les sujets intéressants, et nous avons donc ces nouveaux collègues chercheurs réguliers et irréguliers du labo, très intéressants aussi. J'aimerais juste les remercier individuellement, donc Marie, Sabine, Pascal et Jérôme. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue au labo parce que vous êtes déjà dans l'interculturel, c'est évident. J'aimerais ça dire aux gens qui sont avec nous de continuer à suivre ces chercheurs-là parce qu'ils sont vraiment notre espoir pour la relève dans ce domaine de travail, intervention et recherche. Donc, merci beaucoup à vous. Puis merci à nos participantes et participants d'être avec nous aussi. Ce serait enregistré. On va le mettre sur la chaîne YouTube si vous voulez partager. Vous avez l'adresse du labo, c'est l'abri, www.labri.net. On vous tient au courant des activités. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une année 2024 avec beaucoup de paix et autoréflexion. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Merci à toutes, à tous.